Bonjour à tous, je m'appelle Pablo, je suis espagnol, je viens de l'Andalousie. Aujourd'hui, on va parler du flamenco. Alors, le flamenco, il est né à l'Andalousie, en Espagne, au XVIIIe siècle, comme un mélange des trois cultures principalement. Alors, la culture juive, la culture arabe et la culture gitane. Qui en fait, aujourd'hui, c'est cette culture-là, la gitane, qui a la plus grande influence sur le flamenco. Alors, les paroles du flamenco parlent surtout de la souffrance du gitan, mais aussi de l'amour, de la joie. Et le flamenco, c'est un concept un peu compliqué parce que c'est pas seulement un type de musique, mais c'est un moyen de vie pour beaucoup de gens, surtout dans l'Andalousie. En fait, il y a plus de 50 types différents de musique dans la catégorie des flamenco. Donc, quand on parle de flamenco, on parle de beaucoup de choses, en fait. Et même dans le monde de la musique, on parlait de plus de 50 types différents de musique. Alors, quand on dit le flamenco est très général. Je pense que c'est bien à savoir ça et faire un peu de la... Salut, je m'appelle Yasmine, voici je vous présente mon pays, l'Autriche. Alors, pour commencer, je vous présente l'animal national d'Autriche, le kangourou. En fait, ça c'est une blague, c'est d'Australie, même si on a des cas de kangourous de temps en temps dans les montagnes qui aiment faire du ski. Après le ski, le sport le plus populaire en Autriche est le foot. On n'est pas trop fort, mais il y en a eu des miracles, comme le match de Cordoba de 1978. Mais en Autriche, on a aussi des personnages célèbres, comme Wolfgang Amadeus Mozart ou Arnold Schwarzenegger. Et ce artiste-là, avec le moustache un peu bizarre. Évidemment, Conchita Wurst. De plus, l'Autriche est aussi connue pour sa pâtisserie, sa culture de café, comme le strudel, le mélange, la Sachertorte et autres choses très sucrées. Finalement, pour le 5e décembre, on a la tradition du Krampus, le diable autrichien, qui vient pour chercher des enfants mauvaises pour les manger. Mais ça, peut-être, c'est une histoire pour une autre fois. Elles sont sympas ces vidéos, elles sont très sympas ces vidéos. Alors la particularité de ces premières vidéos, et on en verra une autre tout à l'heure, issue également d'un pool de volontaires, elles sont issues d'un pool de volontaires, c'était le cas de Pablo, c'est le cas de Yasmine, et ça nous fait le lien tout à fait direct avec celui qui va être maintenant notre prochain invité, Mathieu Deck, qui est le directeur de l'association Piste Solidaire Europe Direct. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci à vous d'être présent parmi nous. Alors, on va dire un mot d'abord de ce qu'est l'association dont vous êtes le directeur, avant de parler plus largement du volontariat. Ouais, pas de problème. Brièvement, c'est une association qui a pour but d'aller trouver des opportunités pour que des jeunes palois, des jeunes béarnais, des jeunes des Pyrénées-Atlantiques puissent aller vivre une expérience professionnelle à l'étranger, principalement sous un statut de volontaire, mais aussi de stagiaire. Notre métier, grosso modo, c'est d'aller chercher des financements européens, les mettre à disposition des gens au niveau local et leur permettre de vivre cette belle aventure. Puis on fait partir des gens, donc on en accueille. C'est un petit peu pour ça que vous avez pu présenter des vidéos de Yasmine et de Pablo, par exemple, parce qu'on en voit, mais on accueille, c'est la réciprocité. Ça me paraît tout à fait normal. Absolument, parce que bien. Pablo, on le disait, lui, il est au collège innovant Pierre-Emmanuel, via Piste Solidaire. Il encadre les élèves en classe normalement. Bon, alors évidemment, actuellement, il a fallu pour Pablo avoir d'autres types d'occupations, mais je crois qu'il a beaucoup fait pour le soutien scolaire et mine de rien, le maintien pédagogique également pendant cette période. Ah mais complètement, ils ont été investis autant que les enseignants. Enfin, c'est quand même pas des enseignants, ils sont volontaires, ils sont là pour apporter un petit plus, pour soutenir. Et puis quand on apprend l'espagnol, comme c'est le cas au collège Pierre-Emmanuel, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui soit natif. Il y a aussi une anglaise qui l'accompagne dans ce travail. Ils sont 2 volontaires en fait au collège Pierre-Emmanuel. Mais les élèves, ils ont travaillé depuis chez eux, les profs, ils ont fourni un travail énorme, et les volontaires, ils ont continué à se rendre disponibles, à être présents, quoi. Ils ont continué leur mission. D'une façon générale, Mathieu Deck, le volontariat, c'est quoi, comment ça marche et puis quelles sont finalement les conditions d'accès qu'il peut y avoir si on se sent l'âme de partir pour une mission en volontariat?
Bah alors, le volontariat, c'est le programme rêvé de l'Union européenne. Il Ah, faut quand même le dire, c'est le programme rêvé. C'est Erasmus+. À l'origine, c'est Erasmus+. Tout le monde connaît Erasmus, oui. tout le monde a vu l'auberge espagnole, et tout le monde sait qu'il existe des dispositifs pour que des étudiants puissent partir vivre un semestre ou une année complète à l'étranger. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que Erasmus, bah, il a pris un petit plus il y a quelques années parce qu'il s'est élargi. Il offre de plus en plus d'opportunités et il offre notamment pas mal d'opportunités à tous les jeunes, sans condition, être étudiant, pas étudiant, sauf une condition d'âge, parce que ça s'adresse aux jeunes, donc c'est d'avoir moins de 30 ans. Et à partir de là, on peut mettre son énergie, sa volonté, son envie au bénéfice d'une association dans un autre des pays européens. Donc on était 28, on n'est plus que 27, mais enfin bon, dans les 27 États européens, dans une association, une collectivité, enfin il faut que ce soit à but non lucratif. Et le volontariat, c'est quoi au final? C'est une expérience professionnelle à l'étranger pour une durée qui va être de 1 ou 2 mois jusqu'à 1 an. Et quand je dis que c'est le programme rêvé, c'est que ça coûte exactement 0 euros. C'est 0 entièrement euros. financé 0 euros. C'est entièrement financé par un programme qui s'appelle le Corps européen de solidarité. C'est quand même un très bon plan. Et absolument, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on connaît le succès d'Erasmus. On l'a dit tout à l'heure avec Laurence Faringue, d'ailleurs, hein, un des succès les plus reconnus hein, au point de vue européen de ces dernières années. Cet Erasmus+, donc ce programme, il séduit de plus en plus de jeunes? Ah bah, chaque année, il y a davantage de jeunes qui partent et il séduit tellement que, à l'occasion des dernières élections européennes, donc l'année dernière, hein, les différents groupes politiques, hein, on peut aller à gauche ou à droite de l'échiquier politique, à peu près tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut doubler, voire tripler le budget qui est alloué normalement à Erasmus+, pour doubler, voire tripler le nombre d'opportunités. Et en France, le président de la République est même allé plus loin en disant que ce serait normal que la mobilité soit inscrite comme accessible à tous dans le cadre d'un parcours de mobilité. Et quand on parle de parcours éducatif, quand on parle de mobilité, c'est mobilité en Europe. C'est vraiment d'aller voir ce qui se passe ailleurs, s'ouvrir un petit peu sur l'étranger. Alors, si votre association a un rôle important donc pour, encore une fois, accueillir hein, celles et ceux qui viennent des quatre coins de l'Europe, il y a cette mission qui est également de faciliter quelque part le départ, parce qu'on peut se sentir à l'âme volontaire, on peut se sentir en capacité, j'entends bien le 0 euro hein, que vous citiez tout à l'heure, il n'empêche qu'ensuite, il faut préparer son départ, préparer la façon dont on va mettre à profit cette période dans un pays étranger. Ça nécessite d'avoir aussi un accompagnement. Bah c'est là où est notre métier. Notre métier, il y a deux axes. Il y a un axe qui est administrativo-financier, c'est d'aller chercher des financements européens. Et puis un deuxième volet qui est l'axe pédagogique, où bien évidemment on va accompagner les personnes. Dès lors qu'on dit que c'est accessible à tout le monde, il y a des personnes qui vont avoir des besoins d'accompagnement plus ou moins marqués. Ouais. Et il n'y a pas de prérequis autre que l'âge. Hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est parce que vous savez, si vous parlez très très bien anglais, si vous allez en Pologne, ça va vous servir un petit peu, mais si vous êtes dans un petit village, ça ne va pas vous servir à grand chose. Il va falloir travailler sur d'autres éléments. Capacité à s'adapter, envie de communiquer, communication non verbale, etc. etc. Bah, tout ça, ça s'accompagne. Et puis bah, quand on est à l'étranger, loin des amis, loin de la famille, loin de son environnement habituel, bah, des fois on a un petit coup de blues, quoi. Et quand on explique que ce coup de blues va arriver avant, quand la personne va le vivre, elle sait que c'est normal ce qui est en train de se passer. Donc tout ça, ça fait partie d'un accompagnement qui commence avant la mobilité, qui se poursuit pendant la mobilité, mais qui trouve aussi une fin au retour, parce que partir, c'est revenir. Et donc on accompagne le retour pour qu'on puisse quand même capitaliser sur cette expérience. Vous vous doutez bien que quand sur un CV, on met qu'on a vécu pendant 8 mois en Estonie ou 9 mois à Rome, il y a un petit plus, mais ce qu'il faut, c'est être capable de le valoriser lors d'un entretien, pour entrer en formation, pour entrer dans un emploi. Donc, on accompagne les jeunes aussi à mettre des mots sur les compétences qu'ils ont acquises. Mathieu Deck, est-ce que pendant cette période tout à fait particulière ou des inquiétudes, on peut se faire sentir encore davantage hein, des questions sur les familles, la façon dont on pouvait être touché par le virus et les décisions de chaque pays? Est-ce que l'association a eu un travail de coordination, de mise en relation peut-être plus important, de rassurance également? Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on travaille beaucoup au niveau européen, mais aussi au niveau international. On a aussi des jeunes qui sont actuellement en Équateur, aux Philippines, au Vietnam. Il y en avait qui étaient en Inde, au Népal, et qui sont rentrés. Il y en a qui étaient en Espagne, en Italie, qui ont eu très peur au début du confinement. Donc, il a fallu effectivement être présent bien plus que ce qui est normalement le cas, parce que c'est des gens qui sont déjà dans ces pays depuis plusieurs mois, donc ils progressent vers davantage d'autonomie. Et puis alors là, il y a eu deux approches. Il y a celles et ceux qui étaient un petit peu inquiets, qui avaient besoin
se retrouver en famille, de retrouver leurs amis, leur environnement pour vivre ces moments difficiles qu'on connaît tous actuellement avec le confinement. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit, bon, bah, de toute manière, je suis ici, on peut pas bouger, bah, je reste là, et puis on verra comment ça se passe après. Si on inverse les choses, c'est la même chose pour Yasmine ou Pablo, dont on voyait les vidéos tout à l'heure, hein. Ils sont restés en France, ils ont eu le souhait de rester en France pour pouvoir reprendre, s'ils le peuvent, leur volontariat au mois de mai, peut-être au mois de juin. On verra comment les choses se déconfinent pour eux. Mathieu Deck, où vous contactez? Où est-ce qu'on peut trouver des renseignements et aller plus loin finalement que ce petit échange que l'on a eu? Alors, il y a deux choses. Il y a notre site web, bien évidemment, hein, www.piste-solidaire.fr. Piste solidaire, c'est tout attaché. Et puis, vous avez derrière une petite affiche Europe Direct parce que on est aussi le centre d'information Europe Direct de Pau et des Pays de l'Adour. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site web Europe Direct Pau Pays de l'Adour. Et par ces deux biais, vous pouvez avoir accès aux informations que je viens de vous communiquer. Et d'ailleurs, sur le site d'Europe Direct, hein, on le disait tout à l'heure, si on cherche des informations, si on cherche à mieux comprendre l'Europe, hein, tout simplement, vous avez tout un tas de vidéos, tout un tas de supports qui sont très bien faits, très simples et pour autant relativement vraiment complets. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Europe Direct pour vous imprégner hein, de quelques réponses que vous n'auriez pas. Merci beaucoup Mathieu Deck. Merci à vous. Et on va avoir d'autres volontaires dans quelques petites minutes parce qu'on en accueille beaucoup ici à Pau et beaucoup ont voulu témoigner au travers de cet appel à concours qui, je le rappelle, avait été lancé par la ville de Pau et dont vous retrouvez toutes les vidéos, celles qu'on va diffuser aujourd'hui, vous les retrouvez toutes également sur pau.fr. Avant de partir faire ce tour d'Europe, Charlotte Soumassière va être en liaison avec nous. Elle représente l'association Unicité. Elle est chargée de formation dans cette structure qui mobilise les jeunes afin de s'investir dans des projets locaux par le biais du service civique. Charlotte Soumassière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en liaison téléphonique. Charlotte Soumassière, d'abord, on va se poser une question toute simple. Parce qu'on a entendu souvent les réponses, mais des fois on les écoute d'un coin d'oreille. Le service civique, d'abord, c'est quoi et c'est pour qui ? Alors, le service civique, c'est une expérience en fait unique pour les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap. C'est un service civique, un volontariat en France où en fait, on va proposer à ces jeunes de s'engager auprès d'associations et collectivités locales, territoriales en fait, d'avoir une expérience sur 6 à 12 mois en France. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on a parlé du volontariat avec Piste Solidaire hein, au niveau européen. Oui. Et là, on le voit affiché juste derrière moi. On est bien dans une partie de mission, quelque part, qui peut se dérouler aux quatre coins, mais aux quatre coins de l'Hexagone. Exactement, c'est ça. En fait, donc toutes les associations et les collectivités locales peuvent faire la demande d'un agrément et accueillir un ou plusieurs volontaires sur leur structure selon les missions qu'ils ont à leur faire faire sur leur structure. Alors nous, à Unicité, on accueille uniquement du service civique en équipe, mais je sais qu'il y a d'autres associations sur le local, notamment en Béarn, qui accueillent un volontaire pour 6 mois, 8 mois, 12 mois. Voilà, donc il y a tout type d'expérience en France et dans le Béarn aussi. Voilà. Le profil de ceux qui s'engagent dans le volontariat aujourd'hui, s'il fallait un petit peu le définir, garçons, filles, niveau d'études, quel grand trait est-ce qu'on pourrait tirer? Est-ce que d'abord il y a des grands traits à tirer? Alors, c'est vrai que nous, à Unicité, on essaye de sélectionner dans la diversité parce qu'en fait, c'est vraiment ouvert à tous. Alors, on peut avoir vraiment des jeunes de 16 ans sans diplôme comme des jeunes de 25 ans ou même au-delà en situation de handicap avec des diplômes ou des expériences professionnelles. On va dire que très souvent, vraiment ce qu'on retrouve, hein, selon les missions aussi, mais on va retrouver beaucoup d'engagement de la part des jeunes diplômés après le bac ou en sortie de lycée, qui sont un petit peu à la recherche en fait d'une orientation, peut-être qu'ils sont à la recherche de leur voie aussi. Donc en fait, le service civique, c'est ça leur permet aussi d'avoir une expérience où ils vont se découvrir. Ils vont découvrir et explorer un petit peu qui ils sont, donc leur savoir-être, leur savoir-faire. J'entends
entendait Mathieu Deck tout à l'heure dire on va essayer de leur faire valoriser leurs compétences. Le service civique, c'est ça aussi. C'est vraiment des jeunes qui viennent chercher de l'expérience, soit dans un domaine qu'ils veulent explorer à terme pour que ça devienne leur domaine professionnel, ou alors un domaine de plus qu'ils vont pouvoir mettre dans le CV et puis qu'ils vont pouvoir peut-être s'en servir par la suite via les compétences transversales sur d'autres domaines. Donc, combien de temps faut-il entre le moment où un jeune viendrait ou s'intéresserait au volontariat et le départ pour une mission, parfois d'ailleurs à proximité ou parfois donc plus loin sur le territoire français? Combien de temps? Entre le moment où il ferait acte de candidature et le moment où une mission s'organise. Ah, pas facile comme question. Alors, en fait, nous, à Unicité, vraiment, et on accompagne aussi des structures à le faire, en fait, on réfléchit d'abord à la mission dont la structure a besoin. Ensuite, on va rechercher un volontaire. Et donc, du coup, c'est là, à partir de ce moment-là, ça dépend. Ça peut prendre, 4 mois, comme ça peut prendre 2 semaines. Si la mission et la structure, si Unicité, on est déjà prêt et que le volontaire est aussi très prêt à s'engager rapidement, mais en fait, ça peut se faire très rapidement, comme ça peut prendre beaucoup de temps, de réflexion aussi, autant pour la structure que pour le jeune en fait. Donc vraiment, nous à Unicité, juste pour vous informer, mais en ce moment, on est sur une campagne de sélection pour la rentrée d'octobre 2020. Donc en fait, on commence en mars à rechercher les volontaires qui vont bien vouloir s'engager en octobre 2020, de façon à ce qu'ils finissent leur cursus scolaire, peut-être qu'ils sont en pleine réflexion et puis qu'on les rencontre au fur et à mesure et qu'on puisse construire avec eux leur envie, essayer de décrire un petit peu cette envie qu'ils vont aller chercher, explorer dans le service civil, dans le volontariat. Dans le volontariat. En tout cas, la période actuelle où on le voit, certains peuvent se poser des questions sur la façon dont on peut s'impliquer dans ce qu'on appelle le monde après, mais déjà dans la construction d'un monde un petit peu différent, permet de peut-être avoir un coup de projecteur différent sur l'intérêt du volontariat selon vous? Oui. En fait, le volontariat, en tout cas le service civique, on essaye aussi d'avoir vraiment différents types de missions et différents types de thématiques. Donc en fait, le volontaire ou la jeune, en fait, la personne va s'intéresser à une thématique et en fait, on va lui faire dans cette expérience-là, on va lui faire toucher à plein de choses. À Unicité, on promeut des thématiques sur le développement durable, mais aussi le lien social auprès de personnes vulnérables, auprès de personnes âgées. On va aller rencontrer des personnes en situation de handicap. Et en fait, vraiment, ça permet aussi de se créer comme un réseau et connaître le tissu associatif, le tissu local en fait aussi. Donc c'est vraiment un exemple. En tout cas, je peux en tirer profit puisque moi, il y a 10 ans, j'ai été volontaire en service civil, volontaire en France à Pau notamment. Donc en fait, vraiment, c'est comme un espèce de rebond, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment une expérience riche et pour plus tard. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage, qu'on n'hésite pas à vous contacter. Donnez l'endroit où on peut vous contacter, que ce soit en digital ou en physique d'ailleurs, je vous en prie. Alors donc l'adresse mail en fait unicité.bearn@gmail.com. Donc là, vous pouvez nous joindre directement. Sinon, vous pouvez voir toutes les missions sur l'agence du service civique.gouv. Donc servicecivique.gouv.fr. Vous tapez ça et en fait, vous allez retrouver les missions d'Unicité et aussi toutes les missions qui se passent en France et en Béarn aussi. Si vous tapez Pau Unicité, vous allez avoir directement notre offre de mission. Vous candidatez et voilà. Sinon, sur Pau, on se trouve à la MJC Berlioz, au 84 avenue de Buros à Pau. Eh bien voilà qui est très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va rester avec des jeunes volontaires. Alors certains sont plutôt des volontaires venant des 4 coins de l'Europe. D'ailleurs, dans les prochains sujets que voici, ils ont voulu témoigner des origines, des spécialités, des traditions de leur pays de naissance. On va aller faire connaissance avec Annabelle. Annabelle, c'est une jeune Allemande de 19 ans qui est arrivée à Pau en septembre 2019 dans le cadre justement du volontariat franco-allemand géré par Pistes Solidaires. Elle va nous faire découvrir en vidéo les spécificités allemandes. Mais avant cela, on va découvrir avec Laura, qui est une étudiante en langue étrangère appliquée à l'UPPA, via le dispositif Erasmus, le repas espagnol. Elle est originaire, Laura, de Saragosse, et elle a fait partie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de ces contributeurs qui ont voulu témoigner en vidéo de ce qu'était la richesse de leur pays. On les retrouve.
À l'autre côté des Pyrénées, seulement à 3 heures de Pau, vous pourrez découvrir une belle région appelée El Pallars. Le Pallars est un canton qui se trouve dans les Pyrénées côté catalan. À mi-chemin entre Pau et el Pallars, vous trouverez le parc naturel d'Aigüestortes, à Boí. Ce magnifique parc est classé par la UNESCO. Là, vous pourrez vous promener dans les petits chemins entre les hauts du parc et monter jusqu'au sommet des montagnes à 3000 mètres d'altitude. Et après la balade en montagne, arrêtez-vous pour visiter les villages romaniques et romantiques du parc, avec des églises et des peintures du siècle XI. Et après cette première journée de balade culturelle, en descendant via rafting par la rivière Noguera Pallaresa, vous arriverez au Congost d'Acullarats. Ça, c'est la porte du Pallars. Et dedans, vous trouverez Salas. C'est un tout petit village médiéval, le plus joli village du monde. Oups, après Pau, évidemment. Ce village est entouré par une muraille et 3 tours qui protègent son histoire, ses traditions, et aussi chez nous, Caljuan. Dans notre région, vous goûterez le pain tomate en pernil et la paella. Vous danserez au rythme de la musique. Et s'il vous reste du temps, vous pourrez vous aventurer jusqu'à la capitale de Catalogne, Barcelone, via Montserrat. Et Gaudí sera toujours là pour vous montrer la Sagrada Familia, Casa Batlló ou el Parc Güell. Et on ne sait jamais, si vous y allez au bon moment, votre expérience pourrait finir avec quelques tapas et un match du Barça au Camp Nou. Guten Tag, je m'appelle Annabelle et je suis une volontaire européenne qui habite à Pau. Et je vais vous présenter mon pays d'origine et c'est l'Allemagne. Je suis dans ma voiture parce que l'Allemagne est le seul pays dans ce monde qui n'a pas une limite de vitesse sur les autoroutes. J'ai aussi ce maquillage-là parce que le sport préféré en Allemagne c'est le foot. Et normalement quand il y a un grand match, on va tout le voir ensemble et on fait le maquillage pour être pour l'Allemagne. Quelque chose typiquement allemand, c'est un repas et ça s'appelle Brotzeit. C'est normalement le soir et on mange du pain avec du saucisson et un peu de fromage, mais plutôt avec le saucisson. Parce que normalement pendant la journée, le midi on mange chaud, mais le soir typiquement froid. Et aussi une autre chose, c'est que pendant le week-end, le dimanche, les supermarchés sont fermés et le dimanche c'est pour ça un peu le jour de la famille. Et on va tous ensemble dans la nature, on fait un petit randonnée et on profite du temps de la famille. Et oui, pour ça, c'est l'Allemagne et j'aime bien mon pays d'origine et j'espère que vous avez envie de voyager un jour en Allemagne. Voilà pour ce petit sujet. Il faut voyager en voiture, si j'en crois le lieu de tournage de cette petite vidéo. C'est formidable, en tout cas, la contribution de ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui ont contribué à cet appel qui avait été lancé. On l'avait relayé beaucoup ici sur cette antenne par la ville de Pau. Vous retrouvez toutes ces vidéos. On va en diffuser pratiquement 3/4, mais vous retrouvez toutes ces vidéos sur pau.fr. Elles ont été publiées aujourd'hui également sur les réseaux sociaux de la ville de Pau. Et parmi donc ces contributeurs, il y a beaucoup d'étudiants, comme on l'a vu tout à l'heure au travers du témoignage qui était celui de Laura. Parler d'études sans parler de l'université de Pau et du Pays de la Dour, c'est impossible. Nous allons donc accueillir Christian Paroissin, qui est le coordinateur à l'université des Pau et du Pays de la Dour, des projets Erasmus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en liaison depuis chez vous, je l'imagine. On va revenir peut-être un petit peu sur ces dispositifs universitaires d'accueil et d'envoi des jeunes étudiants en Europe, mais pas seulement. L'université, quel regard, quelle importance accorde-t-elle de façon générale à Erasmus, à ces échanges transfrontaliers ? Alors, l'Université de Pau et des Pays de la Dour est engagée donc dans le programme Erasmus+, pour envoyer des étudiants, en recevoir. Donc, on fait la promotion auprès des étudiants chaque année à l'automne. Et donc, c'est une possibilité qui est ouverte à tous les étudiants de partir dans le cadre des accords qu'on a négociés dans ce programme. Combien d'étudiants sont en mobilité chaque année ? Alors, on reçoit à peu près une centaine d'étudiants en mobilité Erasmus, donc des étudiants qui viennent de partout en Europe.
Alors essentiellement Espagne, c'est assez logique de par nos relations avec les universités transfrontalières, mais aussi pas mal d'Allemands, comme on a pu le voir, et également, alors évidemment ça a cessé précisément, des Anglais, des Irlandais également, et quelques Italiens. Au niveau des étudiants, donc nous on envoie en mobilité ce qu'on appelle la mobilité sortante, donc on envoie à peu près 250 chaque année. C'est quelque chose qui est en forte augmentation, il y en a de plus en plus qui sont intéressés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on, voilà, comme Mathieu Deck le rappelait, l'auberge espagnole, des mobilités d'études, etc. Mais c'est également la possibilité de faire des stages donc en Europe, grâce au soutien du programme Erasmus+. Alors là, l'auberge espagnole, d'ailleurs, ça parle à une génération qui a déjà vieilli, à cette première génération, quelque part des étudiants. Les nouveaux, on le voit bien, ils sont extrêmement riches en commentaires sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'échange qui existent. Mais pour autant, il faut bien qu'ils soient accompagnés, c'est important de le dire, dans le choix des cursus d'abord, et puis dans la façon d'être accueillis, dans la richesse, quelque part, de l'échange pédagogique. Parce qu'il y a certes la richesse humaine des échanges, mais le contenu pédagogique, c'est primordial. Oui, tout à fait. C'est pour ça que pour chaque accord, donc on a ce qu'on appelle des coordinateurs pédagogiques, qui sont vraiment au cœur du programme et qui accompagnent les étudiants qui souhaitent partir en mobilité dans le choix des matières, des destinations, etc. Donc il y a le service des relations internationales qui accompagne sur le volet administratif et financier avec les bourses qui sont allouées, et à côté de ça, donc les enseignants qui accompagnent les étudiants dans leur projet. Christian Paroissin, est-ce que la période actuelle va avoir des incidences et va créer des difficultés sur le cursus traditionnel de recrutement et sur peut-être les rentrées et les futurs Erasmus? Oui, alors c'est en effet une bonne question. Donc, alors actuellement, on part de l'hypothèse que les mobilités seront encore possibles l'année prochaine. Alors, on a des mobilités hors Europe. Là, celles-ci, elles vont être évidemment suspendues. C'est plus simple. Et on va essayer de conserver les mobilités en Europe, dans l'espace Schengen, dans les pays participants au programme Erasmus+. Maintenant, on n'a pas de certitude sur comment ça va se passer. Il faut attendre évidemment l'évolution de la situation sanitaire. Mais déjà sur les recrutements, sur les délais là, un petit peu, et sur les périodes d'admission, je ne sais pas si on dit admission, est-ce que ça a des impacts? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, la période de clôture pour candidater pour le semestre prochain pour la mobilité à l'année, c'était au 31 mars. D'accord. Donc, de toute façon, ça c'est déjà clôturé, donc on avance et on verra bien. Alors, c'est vrai qu'on avance un peu en aveugle, mais c'est comme ça et on fait avec. Alors demain, puisqu'on va faire cette émission en deux parties, aujourd'hui, mais également demain, on va faire connaissance avec l'antenne paloise du plus grand réseau d'étudiants d'Europe, l'association Erasmus Student Network, avec son porte-parole local, William Lagage, qui sera présent demain avec nous. Cette association, je crois, permet également la promotion de la mobilité internationale auprès des Palois, organise quelque part également, participe à l'organisation des échanges. Vous avez des liens très, très poussés avec ce réseau et en tout cas avec les étudiants qui sont ceux qui font les traits d'union peut-être entre les actuels et les futurs? Oui, alors tout à fait. Donc l'UPPA et le service des relations internationales ont été les promoteurs de cette association, et donc on les a aidés à la création il y a quelques années de cela. On les a soutenus et on les accompagne toujours, puisque alors ça va faire le lien. Donc demain vous aurez William, vous avez eu tout à l'heure Mathieu pour Piste Solidaire. Et en fait, chaque année, depuis plusieurs années, au service de relations internationales, on accueille un ou une volontaire européenne dont une des missions est de faire ce lien entre ESN Pau et l'UPPA. Et c'est traduit par exemple par un café des langues qui a lieu une fois par mois et qui est fait également en collaboration avec Piste Solidaire. Donc vous avez tout ce microcosme que vous avez décrit avec les différents intervenants d'aujourd'hui et de demain. Donc on est tous liés et voilà, au cœur d'un même projet, on va dire. Au cœur d'un même projet dont on voit en effet à quel point il est pertinent pour la richesse des échanges sur un espace qui peut-être fera demain encore plus, qui sera encore plus demain d'actualité, mais qui en tout cas permet un épanouissement à la fois culturel, personnel et puis évidemment en termes de formation pédagogique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.